est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. La troisième édition des Journées portes ouvertes des institutions de la République s'est achevée hier vendredi. Les populations se sont massivement rendues au Sofitel Hôtel Ivoire Abidjan pour mieux faire connaissance avec ces organes qui concourent à la marche de la nation. Pour les organisateurs, l'événement est un succès. Plus de 4000 personnes ont parcouru les différents stands dressés pour la circonstance. 257 notaires sont identifiés en Côte d'Ivoire, 60 parmi eux sur les 174 qui ont ouvert leur compte dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations ont reçu de cette caisse la somme de 103 millions de francs CFA. Ce montant correspond aux intérêts générés sur leurs opérations financières. Et puis dans l'actualité internationale en Espagne, les inondations plongent plusieurs familles dans l'inquiétude. La solidarité s'organise pour approvisionner et nettoyer. Dans la région de Valence, la solidarité s'organise pour tenter de répondre aux besoins des habitants sinistrés après des inondations qualifiées d'historiques. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre en cette belle journée de samedi. Hier vendredi 1er novembre 2024, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan pour un séjour en France. Le président de la République, Alassane Ouattara, accompagné de la première dame Dominique Ouattara, le vice-président de la République, le premier ministre, était présent à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour l'accompagner. Et puis sachez également que, pendant quelques jours, les institutions de la République se sont, offertes à votre regard à l'occasion de la troisième édition des journées portes ouvertes de ces institutions, des journées qui se tenaient au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, des journées pour vous justement permettre de, d'aller à la rencontre de ces institutions qui concourent à la marche de la République. Notons que notre reporter Traoré Mahama nous apprend que, vous étiez plus de 4000 à visiter les différents stands dressés pour la circonstance. À suivre son reportage. En clôture de cette troisième édition des Journées portes ouvertes des institutions de la République, une seule allocution, celle prononcée par Kandia Camara, présidente du Sénat, au nom de l'ensemble des institutions de la République. Ces journées auront donc permis à nos institutions de se présenter aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, de leur expliquer comment elles s'emploient à renforcer les bases de notre économie, à garantir la justice sociale, à promouvoir la paix et à impulser une croissance inclusive à leur profit. Pour Kandia Camara, l'engouement qu'a connu cette édition symbolise le nouveau contrat de confiance entre les Ivoiriens et leurs institutions. Ces journées sont la preuve tangible qu'une collaboration étroite et pérenne entre les Ivoiriens et leurs institutions est possible et indispensable à la paix et à la cohésion sociale. Nous avons donc la responsabilité de cultiver cette confiance et de garantir la transparence de nos actions afin que chaque citoyen se sente pleinement impliqué dans le développement de notre pays. Les organisateurs dénombrent plus de 4000 visiteurs à cette troisième journée portes ouvertes des institutions de la République. Et deuxième titre de ce journal, 257 notaires sont identifiés en Côte d'Ivoire, 60 parmi eux sur les 174 qui ont ouvert leur compte dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations ont reçu de cette caisse la somme de 103 millions de francs CFA. Ce montant correspond aux intérêts générés sur leurs opérations financières. Les détails avec Lancine Bakayoko. Du 1er janvier au 30 septembre 2024, un peu plus de 6 milliards ont seulement été mobilisés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et de consignation par les notaires. Très faible au regard du potentiel qui avoisine les 100 milliards de francs CFA. Le problème, sur les 257 notaires identifiés en Côte d'Ivoire, seulement 60 effectuent des opérations financières sur ces comptes. Le solde des comptes de ces notaires au 30 septembre 2024 est de 3,9 milliards. Les 103 millions reversés aux notaires correspondent aux intérêts de ces opérations financières. Beaucoup reste encore à faire, puisque la cible, c'est normalement 100%, selon la loi. J'invite l'ensemble des notaires, avec le concours, l'appui du ministère en charge de la justice, de nous prêter main forte pour que les autres notaires puissent nous rejoindre. Cette rencontre avec les notaires s'inscrit dans le cadre du renforcement de la collaboration dans une dynamique de transparence et de sécurité financière pour la gestion des fonds confiés. Le modèle économique et financier des caisses de dépôt et consignation offre
une capacité de projection à long terme. Les caisses ne se positionnent pas comme en concurrence des autres institutions financières, mais bien comme des acteurs majeurs complémentaires. La Caisse des dépôts et de consignation est un établissement public à caractère financier qui joue le rôle de tiers confiance. Et l'on note que le Comité national de suivi du schéma de développement régional vient d'être installé par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Cet outil de développement communautaire vise à bâtir les infrastructures de liaison des États et donc se portant sur l'aménagement territorial. Le ministère de l'économie et du plan du développement veille à la mise en œuvre de cet outil de développement. Didier Nguessan. Le schéma de développement de l'espace régional est un outil de planification de l'UEMOA pour la mise en œuvre des programmes communs de développement d'ici à 2040. Le Comité national de suivi est installé. Il va travailler à rendre opérationnels les projets transnationaux. C'est une étape assez importante qui vient d'être franchie, d'autant que le comité a pour mandat justement d'accompagner l'État dans la mise en œuvre effective du SIDER au niveau national et de procéder au suivi de tout le processus de mise en place et de mise en œuvre des schémas régionaux d'aménagement du territoire. Les grandes orientations du SDR et de ses attributions et du processus de schéma national d'aménagement du territoire, de quoi conforter le ministère de tutelle. Ce projet devrait permettre de relever de façon résiliente et durable les défis, entre autres, de l'énergie, de la communication, de la mobilité des biens et des personnes, c'est-à-dire routes, corridors intégrés, rails, électrification, réseau de gaz et du fibre optique, ainsi que les défis de l'enseignement supérieur spécialisé et de la recherche comme support du développement. Jean-Jacques Kanga engage le Comité national à accélérer la mise en œuvre du schéma de développement de l'espace régional SDR. La mairie du Plateau digitalise ses services. Elle a signé récemment une convention de partenariat avec une entreprise digitale spécialisée en banquet, en monétique. Objectif de cette initiative, intégrer les facilités numériques de paiement pour les populations afin d'améliorer les services de cette collectivité locale. Une action qui s'inscrit dans le cadre du concept Plateau Smart City apporté par le maire de la commune, Jean-Marc Chagé. La digitalisation des services de la mairie du Plateau est en marche. Une convention est signée entre le maire Jacques Ehouo et un groupement interbancaire monétique. Objectif, promouvoir de nouveaux moyens de paiement électronique et assurer la sécurité des transactions entre les acteurs de la commune. Donc à ce titre, nous avons développé des infrastructures que les banques peuvent utiliser pour émettre des cartes ou pour accepter des paiements ou pour faire tout ce qui a trait à la dématérialisation des transactions financières. Faciliter les transactions dans une cité comme le Plateau, permettre aux habitants ou aux populations qui fréquentent la commune de pouvoir accéder à des services à moindre coût ou encore de faciliter leurs transactions. C'est cette volonté-là qui nous anime. Ce partenariat est une aubaine pour améliorer la qualité de vie des citoyens et s'inscrit dans le cadre du concept Plateau Smart City. Madame, Monsieur, le repas biologique, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Dans le cas contraire, sachez que c'est une stratégie mise en place par le gouvernement à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques, le MIRA, pour travailler à augmenter le nombre de poissons dans nos eaux fluviales. Regard sur cette stratégie ce 13h, une stratégie qui devrait contribuer à révolutionner la pêche, la filière de la pêche. À plus de détails dans ce dossier signé Gervais Kouassi, commenté par Kader Sogodogo. Dans plusieurs localités du pays, les pêcheurs ont été sommés de prendre des vacances sur une période de 2 mois à compter du 1er septembre 2024. C'est une décision du ministère des Ressources animales et halieutiques. Cette disposition gouvernementale est baptisée repos biologique. Le repos biologique, encore appelé fermeture saisonnière de pêche, correspond à une période déterminée au cours de laquelle la pratique de la pêche est interdite. La région du Becker est irrigué par le fleuve Bandama. Et c'est le lac de Kossou qui est concerné par ce repos biologique. Il y a 2 départements de la région du Becker qui partagent ce lac, à savoir le département de Béoumi et le département de Sakasso. Le repos biologique permet une augmentation de la quantité de poissons. À l'ouverture
de cette pêche-là, on aura des individus de grande taille et on aura une pêche durable. À Béoumi, la recommandation du gouvernement est suivie à la lettre. Sur ce plan d'eau, affluent du Bandama, dans le village de Konsou, aucune pirogue en vue, encore moins un pêcheur sur la berge. Nous avons dit aux populations que la mesure de fermeture est d'abord pour garantir un emploi stable pour eux. Elle sert à reconstituer le stock de poissons, ce qui va augmenter leur capture. À Sakassou également, les pêcheurs de Assandré ont rangé leurs pirogues, filets, harpons et autres matériels de pêche. L'interdiction momentanée de la pêche n'est pas sans conséquence pour les acteurs de la filière. L'igname, le maïs, la banane, l'arachide, tout ça, on faisait tout ça là. Et actuellement, c'est ce que nous faisons. L'eau est arrêtée. On va toujours au champ pour avoir de quoi à manger, de quoi avoir de l'argent. Bon, on ne pêche pas, ça fait 2 mois. On nous a dit, quand ça va commencer, on va voir poisson. La pêche est arrêtée. Je veux que le ministre n'a qu'à venir ouvrir l'eau, on va travailler. L'espace réservé aux poissons au grand marché de Béoumi, qui grouillait de monde, est aujourd'hui vide. On a eu un arrêt du travail depuis 2 mois. Vraiment, ce qui n'a pas été facile. On nous a dit pourquoi. Parce que le poisson a commencé à manquer. Le décor est semblable au grand marché de Sakassou. Avant, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de poissons, il y a beaucoup de femmes qui vendaient ici. Mais actuellement, il n'y a plus de poissons. Le repos biologique se ressent également dans les assiettes. À la place de poisson, on utilise pâte de porc, pâte de bœuf avec poisson en carton. La Côte d'Ivoire n'arrive pas à couvrir ses besoins en poisson, d'où le recours à l'importation d'environ 600 000 tonnes de cette denrée par an. Le gouvernement entend mettre des stratégies en place pour juguler le manque à gagner qui se chiffre à plusieurs milliards de francs CFA. C'est ce qui explique la promotion de l'aquaculture, l'approvisionnement de nos eaux en poissons à fort taux de reproduction et surtout l'arrêt de la pêche sur une période déterminée pour permettre une régénérescence de la population aquatique. Le repos biologique est prévu se terminer ce 1er novembre 2024. Un reportage signé Gervais Kwasi, commenté pour vous par Kader Sogodogo. Dans l'enseignement supérieur, on ne parle pas de vacances. Le collectif des professeurs de logistique de Côte d'Ivoire était en réflexion à Cocody autour des matières de la filière logistique. Au BTS, un rendez-vous entre formateurs du public et du privé qui a été l'occasion pour les enseignants d'harmoniser les contenus des matières liées à ce domaine à travers un séminaire de formation. Olivier Kra, Souleymane Donissango. Les enseignants de la filière logistique bénéficient d'un renforcement de capacité. Cette série d'activités vise à harmoniser les contenus des matières du niveau BTS logistique afin de faciliter la formation et l'encadrement des apprenants. Pour permettre donc la réussite de ces formations, nous avons fait appel donc à nos collègues qui sont du privé et ensuite ceux du public pour que nous mettons ensemble nos contenus pour que cela soit conforme aux réalités des différentes entreprises. En tant que formateur, nous avons constaté pas mal de points de divergence au niveau de nos contenus. Donc nous avons jugé nécessaire de nous réunir, échanger, afin de produire des contenus harmonisés, mieux former nos apprenants et pourquoi pas rehausser le niveau de réussite au BTS. Au nombre de 50, ces instructeurs sont issus du secteur de l'enseignement public et privé. Pour le collectif des professeurs et de logistique, cette formation nécessite l'accompagnement de la tutelle. Nous demandons à notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'enseignement supérieur, de pouvoir permettre aux enseignants du BTS de pouvoir nous permettre d'organiser des séminaires. Aujourd'hui, ce séminaire que nous organisons, c'est un séminaire purement organisé par les enseignants. Nous en demandons parce qu'il le faut. C'est nous qui donnons le savoir à nos enfants aujourd'hui. Ce cadre d'échange et de partage d'expériences entre enseignants a débuté par des exposés en plénière. Il se veut désormais une tradition pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Pendant ce temps, les élèves du village de Tiéma dans la région du Ourodougou viennent de recevoir des kits scolaires dont du président du collectif des jeunes leaders en collaboration avec la mutuelle de développement de Tiéma. Une action sociale pour accompagner les parents d'élèves dans la scolarisation de leurs enfants. Les détails avec Jean-Marc Djadji et nous Sangaré. Des kits et manuels scolaires distribués aux élèves de l'enseignement primaire et préscolaire de Tiéma, village situé dans la sous-préfecture de Worofla, dans la région du Ourodougou. Une distribution qui vient à point nommé, d'autant plus qu'elle vise à accompagner les parents dans la scolarisation de leurs enfants.
Élèves et enseignants n'ont pas manqué de traduire leur gratitude aux donateurs. Je tiens d'abord à dire merci à tous les donateurs pour tous les efforts consentis pour l'obtention des kits scolaires. Nous leur disons encore merci pour tous les dons. Je suis très heureux de recevoir mon kit. Cette action de solidarité, une initiative de la mutuelle de développement de Tiéma en collaboration avec le président du collectif des jeunes leaders du RHDP. Nous avons pu obtenir des kits de la Fondation Children Africa et des kits du ministère afin d'encourager les élèves à mieux travailler à l'école. Et merci aussi à maman Dominique Ouattara pour toutes ces actions sociales qu'elle fait pour nos enfants dans les différentes écoles. Melama Koulibaly, président de la mutuelle de développement de Tiéma, a pour sa part invité les élèves à faire bon usage de ces kits scolaires. Les conseils qu'on pourrait bien donner, c'est de pouvoir vraiment utiliser ce matériel-là à bon escient. Parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je pense que s'il y a une bonne répartition équitable qui se fait, chacun devrait pouvoir en avoir et même un peu plus. Et cela pourra épargner naturellement les parents de pouvoir encore aller investir dans l'achat des cahiers tout au long de l'année. Aussi a-t-il demandé aux parents de ne pas laisser l'éducation de leurs enfants à la seule charge de la communauté éducative. Car, dira-t-il, l'encadrement des élèves doit être une affaire de tous. Et c'est une grande vérité, Jean-Marc Djedji. Dans la région du Gontougo, le conseil régional avec à sa tête le ministre d'État, Komena Kwasi Adjoumani, travaille à l'amélioration du cadre de travail du personnel enseignant du lycée municipal de Sandégué. Le conseil régional a construit un bâtiment administratif au lycée municipal de la ville. Plusieurs salles de classe dans le même lycée ont été offertes il y a peu. C'est ce que nous rapporte Herman Yamia. Administratif pour le lycée municipal de Sandégué. C'est une action du conseil régional du Gontougo qui entend améliorer le cadre de travail du personnel d'encadrement. Remettant les clés aux responsables de l'établissement, le sénateur Ignace Kwasi Kosonou a indiqué que la question de l'éducation est une priorité pour le ministre d'État Komena Kwasi Adjoumani, président du conseil régional du Gontougo. La vision de développement du ministre d'État, en priorité, deux choses. Et ces deux choses-là se rencontrent en une. La vision, elle est autour de l'homme. Et l'homme, c'est d'abord l'éducation, c'est encore l'éducation et la santé. Dans cet établissement, le conseil régional du Gontougo a déjà construit 9 salles de classe plus bureaux ainsi que la connexion au réseau électrique. Ignace Kwasi Kosonou a profité de l'occasion pour annoncer encore la construction d'un nouveau bâtiment de 3 salles de classe plus bureaux au sein de cet établissement. Je ne finirai jamais de dire merci à monsieur le président du conseil régional du Gontougo en lui disant merci au passage. Il a détaché une main, mais l'autre main là reste toujours attachée. Juste après la cérémonie, la délégation conduite par le premier vice-président du conseil s'est rendue à Urobodi, à 27 km de Sandégué, pour visiter le chantier de construction du nouveau collège moderne à base 3 de la localité d'un coût de 200 millions de francs CFA. Les travaux sont entièrement achevés à la grande satisfaction des populations. On y trouve un bâtiment administratif, 4 bâtiments de salles de classe, un bâtiment de salles spécialisées et un bloc sanitaire. Ils sont âgés de 18 à 35 ans. Ils sont 87 et évoluent pour la plupart dans les domaines du bâtiment, de l'imprimerie et du bois. De jeunes gens qui ont bénéficié d'un projet dénommé Amélioration de l'employabilité et insertion des jeunes. Un projet développé par l'Institut ivoirien de l'entreprise en collaboration avec la GIZ afin de les former dans les métiers relatifs aux différents domaines cités plus haut. Le projet terminé, ils ont reçu leur attestation de fin de formation au cours d'une cérémonie. Juliette Oya nous en parle. Après plusieurs mois de formation en bâtiment, imprimerie et transformation de bois, ils reçoivent leurs attestations. 87 jeunes, dont 12 femmes, ont bénéficié du projet Amélioration de l'employabilité et insertion des jeunes. La formation a duré 3 à 4 mois. Nous avons appris comment se comporter en entreprise, comment manipuler les machines. Après la formation, j'ai été acceptée, j'ai été embauchée. Ça se passe bien. Mon salaire a augmenté. Nous avons fait formation de la plomberie. Il nous a montré comment est-ce qu'on doit se comporter en tant qu'une entreprise, comment respecter
les clients et comment venir à l'heure au travail. Ce programme lancé en mars 2014 par l'Institut ivoirien de l'entreprise en collaboration avec le gouvernement allemand est une solution pour lutter contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. 18 entreprises partenaires ont permis l'immersion professionnelle des bénéficiaires. Si tout se passe bien et tout s'est bien passé pour l'instant, il y a de fortes chances qu'on puisse reconduire ce type de projet chaque année maintenant. Les jeunes ne doivent pas désespérer. Ils doivent, il y a plusieurs initiatives qui sont annoncées. Ils doivent s'inscrire dans ces initiatives, renforcer leurs compétences et puis pouvoir s'insérer. Même pour les jeunes, vous savez, il y a l'école de la deuxième chance qui également offre une opportunité aux jeunes déscolarisés, aux jeunes qui n'ont pas pu réussir à leur première insertion sur le marché professionnel, à pouvoir le faire à travers des formations qualifiantes, des formations ciblées qui permettent de pouvoir intégrer le marché du travail. Financé à hauteur de 200 millions de francs CFA, le projet Amélioration de l'employabilité et insertion des jeunes a généré 84 contrats à durée déterminée et 3 contrats de travail à durée indéterminée. Et direction à présent Bingerville, on parle de la première édition des rencontres scientifiques initiées par l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara en collaboration avec l'Institut européen de cancérologie d'Abidjan. Cette assise a pour objectif de renforcer les capacités des agents médicaux et aussi sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Kwadio Horedou, Dizinguessan. Invités de la première rencontre scientifique sur le cancer du sein, les médecins et neurologues exposent sur les facteurs et les risques de cette pathologie. À travers une conférence tenue à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, les agents ont vu leurs capacités renforcées. On a 2 grands types de cancers. Les cancers qui vont se développer aux dépens de l'épithélium, donc des glandes qui sont dans le sein. C'est ce que nous allons appeler carcinome. Et les cancers qui vont se développer aux dépens du tissu de soutien, c'est ce qu'on va appeler carcine. Ces cancers sont infiltrants, particulièrement le cancer du sein. Ces cellules cancéreuses vont se localiser au niveau des os, au niveau des poumons et au niveau du cerveau. Mieux le connaître, mieux le prendre en charge, c'est sur cette thématique que les chercheurs ont porté leurs réflexions. Ces premières rencontres scientifiques du cancer du sein ont pour objectif de développer les capacités et les connaissances du personnel soignant en matière de cancer du sein pour favoriser le dépistage et le traitement du cancer du sein en Côte d'Ivoire. Il y a une épidémie de cancer dans le monde et le cancer du sein est un des cancers qui arrive maintenant au premier plan des cancers féminins. Premier cancer en Côte d'Ivoire avec plus de 30 000 cas par an, le cancer du sein tue en moyenne 1700 personnes. Cette formation va permettre de réduire le nombre de cas du cancer du sein au plan national. Et dans les établissements scolaires, on sensibilise également sur le cancer du sein. Nos reporters Constant Kokora et Davis Oyo se sont rendus dans un établissement d'enseignement supérieur de Cocody pour suivre une action de dépistage et de sensibilisation lancée à cet effet. Suivons ensemble le reportage. Octobre Rose, cette campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein n'est pas passée inaperçue en Côte d'Ivoire. Plusieurs organisations de la société civile et établissements scolaires ont décidé de mener la lutte. Ce mois de sensibilisation pour le cancer, pas forcément le cancer du sein, mais également tous les cancers qui touchent la femme. C'est pour nous un honneur d'organiser cette journée pour la sensibilisation de nos étudiantes. Cet établissement d'enseignement supérieur, les étudiants ont droit à des conférences publiques et ateliers de sensibilisation à travers le divertissement pour mieux faire passer le message du dépistage. C'est vraiment important pour nous de sensibiliser nos étudiants sur le cancer du sein, les éduquer à l'autopalpation et cette technique-là qui va les aider à lutter contre le cancer du sein. Et nous avons dépisté environ 200 étudiants. Selon l'OMS, on dénombre environ 2,3 millions de cas recensés et 670 000 décès enregistrés dans le monde en 2022. En Côte d'Ivoire, c'est la maladie la plus répandue. Elle touche les femmes de tous âges à partir de la puberté.
Et on continue de parler de sensibilisation, mais cette fois sur un autre terrain, celui de la sécurité routière. L'ONG Lueur d'Espoir et Bicom, agence événementielle en partenariat avec l'OSER, l'Office de sécurité routière, ont procédé au lancement de la 3e édition du Salon des équipements automobiles couplé des Awards de la sécurité routière. Cet événement vise à lutter contre l'incivisme sur les routes afin d'éviter des pertes en vie humaine. Reportage. Chaque jour, près de 4 personnes meurent des suites d'accidents de la circulation en Côte d'Ivoire. En 2021, 1614 personnes ont perdu la vie et 21 201 ont été blessées selon le ministère des Transports. Au vu de ces statistiques, l'ONG Lueur d'Espoir, pour cette 3e édition du Salon des équipements automobiles, couplé des Awards de la sécurité routière, souhaite apporter son soutien aux victimes des accidents de la circulation. Cette activité s'inscrit surtout dans la droite ligne de la stratégie nationale de la sécurité routière adoptée en juillet 2021, qui nous invite à la prise de conscience et engage l'ensemble des Ivoiriens et toutes les personnes vivant sur le territoire ivoirien à s'engager auprès de l'État et à dire ensemble stop à l'incivisme sur la route. Sur 2 jours, les participants seront entretenus sur plusieurs points, notamment le processus d'indemnisation en cas d'accident de la circulation. Ce serait une occasion pour eux de se retrouver, partager leurs expériences pour ensemble penser et repenser leur stratégie pour contenir ce mal séculaire que constituent les accidents de la route. Cette 3e édition tiendra ses assises autour du thème « Ensemble, sauvons des vies sur nos routes » et prévoit des innovations. Reportage de Naomi Bokla, commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. On parle à présent de la 9e édition du festival Adaye-Kessié, rendez-vous culturel et identitaire majeur de la région du Zanzan. Le festival Adaye-Kessié, placé sous le patronage du ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, s'achève bien ce 2 novembre. Il vise de renforcer les liens entre les peuples de Côte d'Ivoire et au-delà des frontières du pays. Récit de Michel Mambo. Le festival Adaye-Kessié, devenu une véritable institution dans la région du Zanzan. Rassemblant chaque année des milliers de participants, l'événement est à la fois une célébration festive et une communion identitaire. Ici, les visiteurs découvrent les coutumes, les danses et l'artisanat de cette région, renouant avec culture locale et histoire du royaume. Les peuples transfrontaliers, les valeurs culturelles en partage. Le thème choisi cette année invite à la réflexion. Ce festival vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les peuples de la région et ceux des pays voisins, rappelant l'importance d'une culture qui transcende les frontières. Les peuples transfrontaliers, ce que nous avons en commun avec ces peuples, ce sont les frontières. Et c'est pour cela que les peuples transfrontaliers de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui unis ici à Tabagne, pour la 9e édition de l'Adaye-Kessié, pour qu'il y ait, pour symboliser la paix des frontières au niveau de la Côte d'Ivoire. Souvent on nous dit qu'il faut voyager pour aller voir la culture des autres. Si cette culture vient vers nous, ben c'est une joie, surtout dans le Gontougo. Ben le ministre d'État en est très fier et il le félicite et remercie le commissaire de l'Adaye-Kessié pour cette innovation. Le festival Adaye-Kessié s'inscrit dans la préservation des valeurs traditionnelles et la consolidation des liens entre les peuples. Voilà, nous étions aux commentaires de ce reportage Michel Mambo que nous retrouverons assurément dans nos prochaines éditions. Voilà, monsieur, ce 2 novembre, les familles se souviennent de leurs défunts. À cette occasion, des prières sont formulées dans les cimetières pour le repos de l'âme des disparus. Des gerbes de fleurs sont déposées sur les pierres tombales, tombes et sépultures nettoyées à l'occasion, moment de recueillement et de vives émotions. Bouaké n'est pas resté en marge de cet instant souvenir à la mémoire des personnes disparues. Gervais Kouassi, Charles Tatou. Comme le disait le philosophe français Jean Dormesson, les morts vivent tant qu'un seul vivant les porte en lui. Cette citation prend tout son sens avec cette journée du 2 novembre consacrée à nos disparus. À l'instar de plusieurs autres du pays, le cimetière municipal de Bouaké connaît une ambiance particulière ce jour. Débroussaillage, nettoyage et ornement des tombes, de même prières et recueillements pour le repos des défunts. L'émotion est parfois vive. J'ai prié pour le repos de mon papa, pour qu'il veille sur nous. Mon père, il n'est pas mort. Il est passé de l'autre côté, mais il n'est pas mort. Ce qu'on peut faire pour eux, là,
c'est de nettoyer un peu leur tombe. Ils peuvent venir les autres jours, mais durant ce jour-là, au moins, dans l'année, une fois, on leur donne une pensée pieuse. Et je pense que toutes les familles du monde doivent sacrifier à ce jour-là, puisque quoi qu'on dise, tôt ou tard, nous les suivrons. On se déplace avec les enfants pour que demain, même si nous ne sommes pas là, ces enfants-là aussi feront la même chose. Si tel est que les morts sont toujours avec nous, la demeure de leur repos éternel doit être soignée au quotidien. Des tombes affaissées au milieu de hautes broussailles attendent ici aussi des parents pour des travaux de réparation. Les morts ne sont pas morts, ils sont juste passés de l'autre côté. Dans l'actualité internationale en Espagne, ce sont les inondations qui troublent la quiétude des populations et l'aide s'organise pour venir au secours des sinistrés. Dans la région de Valence, des actes de solidarité sont observés pour tenter de répondre aux besoins des habitants sinistrés après les inondations qualifiées d'historiques. Notons qu'hier vendredi 1er novembre, jour férié pour la Toussaint, de nombreux habitants de Valence se sont rendus dans les villes affectées pour aider à dégager les rues et les maisons, et tandis que la banque alimentaire s'organise. Et puis sachez également qu'aux États-Unis, c'est le dernier week-end avant l'élection présidentielle. Les deux candidats multiplient les déplacements dans les États clés. Des élections loin de se dérouler sans tension, notamment autour d'accusations de fraude électorale de la part de partisans de Donald Trump qui n'ont pas accepté la victoire de Joe Biden. Depuis 4 ans, les menaces à l'encontre d'assesseurs de responsables électoraux ont augmenté, faisant poser sur leurs épaules beaucoup de tensions. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.